La modernité, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, elle veut pas réaliser les sexes, elle veut les exploiter. Et c'est comme la nature, l'industrie moderne veut exploiter la nature jusqu'à l'épuiser, qu'elle devienne totalement stérile. Et si vous allez dans un espace où il y a eu une mine à ciel ouvert, par exemple, essayez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vous connaissez le cas des mines à ciel ouvert. Une mine à ciel ouvert assez grande, hein, c'est un paysage complètement stérilisé. C'est la destruction totale. Et ben la modernité, c'est ce qu'elle veut faire avec tout. Donc elle exploite jusqu'à stériliser totalement, parce qu'elle croit que la puissance, c'est de casser en petits morceaux des matières pour en tirer de l'énergie et de la substance de consommation en détruisant. En détruisant. C'est-à-dire que la modernité, elle n'exploite qu'en détruisant. Et quand elle s'attaque au sexe, elle veut l'exploiter, donc elle va le mettre en valeur en l'exploitant, mais pour le détruire. C'est ce qui aboutit au transgenre et à toutes les dérives qui vont aboutir à la destruction des sexes. En fait, dans la polarité entre les deux sexes, c'est une polarité qui est quadruple. C'est-à-dire qu'il y a l'homme et la femme, et il y a le pôle masculinité et le pôle féminité. Du coup, vous avez en quelque sorte deux pôles et deux individus, ou deux races, la race masculine, la race féminine, qui vont se positionner dans cette polarité. L'homme, il désire être masculin, donc il se rapproche du pôle masculinité, tout en n'étant pas ce pôle. C'est ce qui fait qu'il y a une tension. L'homme est en tension étroite par rapport au pôle masculinité. Et la femme, elle est de l'autre côté, elle est plus proche du pôle féminité, bien sûr, et elle veut se rapprocher de ce pôle féminité parce qu'elle désire l'être. Elle est tendue de manière étroite au pôle féminité, pour son être. Et l'homme, il voit quand même la féminité et il la désire aussi. Mais, l'homme, oui, tout en étant tendu pour essayer de s'identifier au pôle de la masculinité, est aussi tendu vers le deuxième pôle, qui est le pôle féminité, mais qui est beaucoup plus loin de lui. Et la femme, c'est pareil. La femme, elle est tendue aussi vers le pôle masculinité, en ce qui la concerne, mais qui est beaucoup plus loin d'elle. Donc, chaque individu est en fait tendu entre deux pôles, masculinité et féminité, mais à un endroit qui fait qu'il est plus proche de l'un des deux pôles. Donc, l'individu de sexe masculin est plus proche naturellement du pôle masculin et la femme est plus proche du pôle féminin. Mais il désire avoir les deux parce qu'il y a ce désir en quelque sorte androgyne qui est inscrit dans l'homme. Et il sait qu'il ne pourra accomplir quelque chose que par la réunification des deux sexes. Et cette réunification des deux sexes, elle a plein de formes dans la tradition. Alors c'est l'androgyne primordial, c'est l'androgyne dans tout l'hermétisme alchimique, l'union de la reine et du roi. Dans le christianisme, c'est l'union du Christ qui est appelé l'époux et de l'épouse qui est l'Église, etc. Alors, donc ça c'est les sexes au sens de polarité sexuelle, qui définit ces deux races que sont les hommes et les femmes. Et donc, comme l'homme et la femme désirent tous les deux pôles, mais sont chacun plus proches de l'un des deux pôles, quand ils désirent tous les deux le pôle qui est différent d'eux-mêmes, donc l'homme désire le pôle féminin et la femme désire aussi le pôle masculin, en fait, leurs désirs vont se croiser. Ils vont se croiser. Et à cette intersection, ils se rencontrent. Et c'est dans cette rencontre qu'ils vont créer le couple. Et qu'il va y avoir une possibilité de couple, de mariage, etc. De rencontres sexuelles. Au sens technique du terme, au sens général du terme, bien sûr. Et alors, ce qui est très important, c'est que la tradition, elle enseigne.
La tradition, elle est complète. Donc, quand la tradition, elle éduque des enfants, des jeunes gens, des hommes, des femmes, etc., la tradition, elle prend tout en compte. C'est-à-dire que la tradition, elle sait ce que sont des corps, elle sait ce que sont des âmes, et elle sait ce que sont des esprits. Et elle sait que tous les individus sont formés de corps, d'âme et d'esprit. Donc, la tradition, elle va intégrer à sa doctrine et à ses pratiques le sexe comme toutes les autres dimensions de l'être humain. Donc la tradition, elle sait tout ça. La tradition, elle sait tout ce qu'on peut voir de pire dans les films ou dans le porno ou dans tout ce qu'on peut, les faits divers. Tout ce qu'on voit dans les faits divers, donc les viols, les incestes, les suicides familiaux, parce qu'il y a aussi, voilà, ça existe aussi actuellement, je sais pas si vous suivez certaines actualités, les suicides familiaux des familles qui pètent les plombs et où le père et la mère sombrent dans une sorte de dépression, etc. et veulent tuer tous leurs enfants et se tuer, voilà, ça existe, voilà. Il y a eu des affaires de ce genre. Évidemment, les hommes qui battent leurs femmes, etc., toutes les déficiences familiales. La tradition, elle sait tout ça déjà. La tradition, elle connaît tout ça parce qu'elle a, dans sa forme de tradition primordiale, elle a la connaissance de toutes ces potentialités-là. Et toutes les règles traditionnelles sont faites pour prévenir ces problèmes, les empêcher ou les limiter. Donc, quel que soit le problème, ça c'est très important et c'est pas assez dit même par beaucoup d'autorités traditionnelles, par exemple des prêtres chrétiens, le moindre problème en fait que vous avez, le plus intime, le plus honteux, ou le plus inavouable, ou le plus inconscient, ou le plus tout ce que vous voulez, le plus refoulé, la tradition elle y a pensé avant vous. S'il y a des règles traditionnelles, c'est parce que c'était pour prévenir des besoins, des frustrations, des problèmes, des déficiences, des pathologies qui pourraient advenir, donc des pathologies physiques, médicales, psychologiques, énergétiques, etc., sexuelles, familiales, sociales, etc. La tradition, elle a pensé à tout. Mais bien évidemment à condition qu'elle soit mise en application sous l'autorité, comme d'habitude, d'un maître spirituel, bien sûr. Parce que la tradition, c'est pas un code de loi écrit qui s'applique comme de manière robotique et administrative. Voilà. Et la tradition, elle préserve la polarité homme-femme. Parce que c'est la polarité homme-femme qui permet, donc cette polarisation en quelque sorte magnétique, qui permet les étincelles qui créent la vie en quelque sorte. Hein. Polarisation, comme l'électricité, qui crée une tension entre un pôle négatif et un pôle positif, ce qui crée de l'énergie. Et on va dire que c'est ça qui, dans un petit exemple, symbolise la vie. Et au fur et à mesure que cette polarité est remise en cause et devient moins forte, la vitalité va baisser. Et la capacité à transmettre la vie va baisser. Donc, la modernité, elle va plus dégrader, puis détruire les sexes, puis détruire la vie. Donc les gens qui s'enfoncent dans la modernité vont s'autodétruire sexuellement, donc vont s'autodétruire, puisque c'est le sexe qui fait la vie. Y compris par le sexe. Ils vont se détruire par le sexe, par un sexe stérile, précisons, parce que dans la tradition, le sexe est une réalité très riche. C'est une réalité cosmique, c'est une réalité énergétique, c'est une réalité physique, c'est une réalité médicale, enfin, c'est une réalité reproductive, etc. C'est ni le fantasme du coup de foudre passionnel, ni le fantasme sexuel de plaisir hédoniste, du plaisir individuel. Dans la tradition, le sexe est une réalité extrêmement riche et complexe, qui dépasse largement soit le cas de la prostitution, soit l'usage de la pornographie, soit les relations éphémères dans les toilettes d'une boîte de nuit, ou je ne sais pas tout ce que vous pouvez trouver de plus superficiel, de plus éphémère et de plus... voilà. Maintenant, prostitution dans un cadre tradit. Comment dire alors, la prostitution, en fait, elle est là pour gérer. On dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Donc la prostitution, elle est là pour gérer un surplus d'énergie sexuelle, qui vient en général de l'homme, bien sûr, du masculin, qui est le pôle rayonnant, on va dire, qui est le pôle solaire rayonnant, donc il veut rayonner. Voilà, le masculin veut rayonner.
Donc il crée des milliards et des milliards de spermatozoïdes. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les distribuer. Comme le soleil rayonne. Voilà. Dans tous les sens. Il veut rayonner dans tous les sens. Et il veut distribuer à tout le monde. C'est le côté solaire. Et donc, au bout d'un moment, il y en a trop. Parce que dans une société, chaque homme ne peut pas être un soleil. Donc, au bout d'un moment, voilà, la liberté termine là où commence celle de l'autre, comme dit la formule connue pour expliquer la liberté dans un contexte moderne. Mais il y a un petit peu de cette logique-là, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir se limiter. Et donc, comme le pôle masculin est dans une sorte de surabondance d'émissions énergétiques, il va falloir un cadre qui soit adapté à cette surabondance. Or, cette surabondance, elle implique un déséquilibre dans le cadre du Kali Yuga. Il est évident que dès le début du Kali Yuga, et si vous regardez les traditions les plus anciennes, donc judaïsme par exemple, ou Babylone, voilà, Babylone, dans la Grèce antique, etc., dans l'Inde antique, dans tous les pays, il y a la prostitution. Voilà, la prostitution, ça existe depuis les temps immémoriaux. Donc qu'est-ce que disaient les traditionnels? Pour les traditionnels, il fallait absolument exploiter, enfin canaliser et permettre d'exprimer de manière productive toute énergie. Donc l'énergie sexuelle, pour les personnes traditionnelles, toute énergie est bonne ou peut être bonne. D'où le côté un petit peu amoral du paganisme, par exemple. Le paganisme a un côté amoral. Pour le paganisme, ce qui est important, c'est la transmission de la vie, la domination de la vie, l'équilibration de la vie, on va dire. Mais c'est pas c'est pas bien de taper une femme, c'est pas bien de faire la fessée à un enfant, c'est pas bien de taper son esclave quand il a pas bien travaillé. Non, ça c'est pas bien. C'est voilà, vous voyez ça c'est méchant, c'est pas bien méchant. Donc le côté pas bien méchant moralisateur, effectivement ça n'existe pas dans le paganisme. Il avait un côté sacralisant et non moral qui permettait il y avait une sorte de neutralité de toutes les énergies. C'est-à-dire que le sexe, c'est neutre. C'est-à-dire que ça existe et c'est même plutôt bien. Toutes les énergies sont bonnes. C'est quand elles ne sont pas canalisées qu'elles sont mauvaises. Donc, on va dire, le païen, ou même, on va dire, la tradition, de manière générale, et le païanisme occidental a été une sorte de forme de moins en moins morale de cette canalisation. Dans la tradition ou dans le paganisme, ce qu'il faut, c'est canaliser. Donc, on canalise le sexe. On ne le réprime pas, on le canalise, c'est pas pareil. On canalise. Donc, toutes les règles traditionnelles servent à canaliser et pas à réprimer. Et quand par exemple, le désir masculin ne pouvait plus s'exprimer dans un cadre où l'homme était marié ou pas marié, et qu'il y avait encore du désir à s'exprimer, enfin de l'énergie sexuelle, il fallait un contexte propice pour recueillir cette énergie sexuelle et la faire réintégrer au système social. Du coup, prostitution sacrée. L'énergie était en quelque sorte divinisée et sacralisée par la prostitution sacrée. Donc il y avait des temples où il y avait des femmes qui étaient dévouées à recueillir cette énergie. Et l'homme faisait une sorte de don énergétique à la divinité au travers d'une prostituée sacrée. Voilà. Alors après, cette pratique a elle-même dégénéré. Un acte tarifé, donc c'est devenu vénal, quoi, c'est devenu une industrie, un commerce. Et l'important, c'était que l'homme, il se soulageait, et puis il donnait de l'argent au temple. Donc il y avait un service qui était rendu, qui est un service hédoniste, mais qui était sacralisé par le fait que l'homme remerciait la femme, qui se dévouait à cette tâche en lui donnant de l'argent qui était donc mis au compte du temple, donc en quelque sorte sacralisé d'une manière seconde. Donc l'énergie en quelque sorte était transmutée en énergie psychique, énergie monétaire qui était réintégrée à une autorité sacrée, mais qui commençait évidemment à se dégrader puisque tout ce qui est monétaire devient beaucoup plus dégradé que tout ce qui est monétaire dégrade totalement l'état spirituel d'une société, hein, bien évidemment. Même si on remonte dans le passé. Mais ils avaient toujours le souci du côté énergétique. Hein, c'est ça la différence avec la modernité. La modernité n'a plus aucun intérêt, n'a plus aucun souci de l'état énergétique des individus, de l'humanité. Voilà. C'est que l'argent. La seule énergie, c'est l'argent. Voilà.
Et donc, dans un cadre traditionnel, il y a toujours une prostitution, mais elle doit être sacrée, elle doit être sacralisée. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, elle est d'un point de vue égalitaire ou même du point de vue de l'équilibre social, c'est pas non plus une panacée, hein, c'est pas la solution la plus idéaliste, mais ça permettait, voilà, de canaliser cette énergie qui existait, sachant que dans les sociétés du Kali Yuga, il y a toujours un déséquilibre. Voilà, il y a toujours un déséquilibre, et donc il y a toujours une sorte de solution, de secours pour gérer de manière plus ou moins sacralisante ce déséquilibre. Voilà. Donc les caractéristiques des sociétés traditionnelles du Kali Yuga, c'est qu'on crée toujours une institution pour canaliser une énergie qui déborde de la société et qui permet de ne pas basculer dans la modernité. Quand on bascule dans la modernité, c'est qu'il n'y a plus rien pour sacraliser ces énergies surabondantes. Et du coup, qu'est-ce que ça aboutit à de la destruction? C'est-à-dire que si ça n'est plus géré par une instance sacralisante, ça détruit. Donc ça détruit la nature, ça détruit la famille, ça détruit l'humanité, et ça aboutit à l'autodétruire. Puisqu'après, l'humanité faisant usage de plus en plus de son intellect et de technologie, au fil du temps, elle va trouver des moyens, mais de plus en plus technologiques, pour essayer de rattraper la destructibilité de ces tendances complètement de plus en plus chaotiques et de plus en plus industrielles, segmentaires, vénales, voilà, matérialistes. Et le problème, c'est qu'au bout du compte, ça va s'épuiser. Ça s'épuise de plus en plus vite, d'où l'accélération, d'où les fissures dans la grande muraille comme des guénons. Au bout d'un moment, les énergies vont exploser et s'autodétruire. Et donc, soit les énergies vont s'effondrer sur elles-mêmes par implosion, donc c'est les transgenres, c'est les gens qui veulent plus avoir de sexe, c'est les gens qui veulent plus, voilà, parce que ça existe aussi, hein, les gens qui renient leur sexe, c'est les gens qui deviennent stériles, par divers moyens d'ailleurs, hein, ça peut être les personnes qui se marient trop tard, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les femmes qui font carrière, elles font carrière, puis elles passent 30 ans, 35 ans, elles sont toujours pas mariées, enfin elles sont toujours pas stabilisées dans un couple pour faire des enfants, pour fonder une famille, et puis quand elles sont enfin prêtes à le faire, elles sont stériles, elles sont de facto stériles, elles n'arrivent plus à avoir d'enfants. Donc elles se sont rendues elles-mêmes stériles. Voilà. Consciemment ou inconsciemment. Et la tradition, elle connaissait ces problèmes, et ces problèmes pouvaient déjà apparaître dans la tradition, mais elle avait toujours des moyens pour contrebalancer ces phénomènes. La modernité, elle, actuellement, n'a plus aucun moyen de contrebalancer. Le seul moyen, c'est par exemple l'immigration. Donc la destruction d'un cadre, la déstructuration de la société planétaire humaine, voilà. C'est-à-dire qu'on va faire des indiennes ou des africaines des mères porteuses, par exemple. Donc ça implique une sorte d'esclavage utérin, donc un esclavage corporel qui va beaucoup plus loin que l'esclavage antique, bien sûr. Ça va remplacement de population, donc on fait plus de blancs, on va importer des asiatiques ou des africains, voilà. Donc c'est la société qui va s'effondrer. Voilà. Et puis de l'autre côté, il va y avoir des gens qui vont garder leur féminité et leur masculinité, mais de manière déséquilibrée et de manière explosive. Donc guerre, violence, etc. Alors, et donc ça implique aussi, tout ce que je dis implique que par exemple ce qu'on appelle la pornographie, parce qu'il y a des gens il y a des traditionalistes aujourd'hui, Marion Sigaud par exemple, ou d'autres, traditionalistes catholiques par exemple, ils vont dire la pornographie c'est ça qui détruit nos familles, c'est ça qui nous empêche de nous marier, c'est ça qui empêche d'avoir des enfants, c'est ça qui empêche d'éduquer des enfants, la pornographie c'est affreux. Ça c'est de la myopie totale. C'est-à-dire que la pornographie n'est que une conséquence totalement secondaire de la crise sexuelle, de la crise de la modernité. C'est qu'une conséquence. C'est pas du tout une cause, la pornographie. Alors elle est devenue une cause, c'était pas une cause dans les années 70. Évidemment, ça devient de plus en plus une cause, puisqu'elle est de plus en plus présente chez les préadolescents et les adolescents. Donc évidemment, ça devient une cause qui va avoir une influence très forte sur la conception de la sexualité chez les adolescents. Et là, oui, ça devient une cause. Mais au départ, ça a été créé
précisément comme son nom l'indique, pornographie. Pornographie, ça vient de porneia, qui veut dire prostitution. Au départ, c'est un succédané à la prostitution, c'est-à-dire à la gestion du surplus d'énergie sexuelle, notamment des hommes. Donc c'est une conséquence, c'est une tentative de récupérer cette énergie. Voilà. Alors, je vais traiter les autres questions. Quid du rapport maître-disciple? Le disciple incarne plutôt le pôle féminin. Oui, parce que tout simplement parce que l'archétype féminin symbolise la réceptivité. Donc c'est la terre informe qui est réceptive à la lumière divine et à l'esprit de Dieu qui se meut à la surface des eaux au début de la création. Hein. Et en dessous, vous avez soit l'eau, soit la terre. L'eau et la terre, hein, qui sont le début de la planète. Hein. Et donc cette réceptivité du pôle féminin est fondamentale, et donc le disciple représente plutôt le pôle féminin par rapport au maître spirituel. Mais il suffit de retourner au symbole yin-yang pour voir que dans le disciple, il y a un maître en puissance, et de la même manière que dans le maître, ou dans Dieu, il y a l'homme en puissance. Alors, Julius et voilà parle d'une autre possibilité du sexe que la reproduction pourrait développer. Ça, je le développerai. Il faudrait faire une émission à part, quoi. Mais en gros, c'est le sexe initiatique, tout simplement. Hein. C'est tout ce qui est l'usage initiatique, ésotérique du sexe. Donc, notamment tantrique. Voilà. Qui est un usage tout à fait particulier, plutôt marginal, même en Inde. Et que pourquoi il n'y avait pas la reproduction pour objectif, c'est que les sadhus, donc les yogis, les sadhus qui s'adonnent au tantrisme sont censés ne pas fonder de famille, ou l'avoir déjà fondée, donc ne plus avoir besoin de cette reproduction, ils n'ont plus besoin de faire d'enfants. Donc c'est pour ça que ça n'a plus la reproduction pour objectif. C'est un usage initiatique du sexe, mais avec des règles initiatiques, voilà. Qu'en est-il d'une femme qui aime son travail moderne comme entrepreneur, médecin, etc. Eh bien, c'est que cette femme, elle a, comme je l'avais dit, un phallus mental. C'est-à-dire qu'elle veut développer sa masculinité. Donc, si elle veut développer sa masculinité, ça veut dire que pendant ce temps-là, elle ne développe pas sa féminité. C'est pas compliqué. Donc la femme qui aime son travail, elle veut devenir un homme comme les autres. Elle veut devenir un homme comme les autres dans le capitalisme moderne. Donc elle travaille à la destruction de son sexe. Alors c'est pas compliqué. Aujourd'hui on dit aux femmes qui veulent faire carrière, congelez vos ovaires. Congelez vos ovaires et vous aurez des enfants quand vous en aurez envie. Voilà. Donc vous commencez votre carrière, vous congelez vos ovaires quand vous avez 25 ans ou 30 ans. Et puis quand vous avez 40 ans, vous pourrez avoir un enfant plus facilement. Bon, ce qui règle pas tous les problèmes, parce que avoir un enfant, c'est pas que les ovaires, il faut avoir aussi l'utérus, la matrice en bonne forme. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pour revenir à ta question, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que je ne voyais pas en quoi une femme pourrait préférer l'usine à l'entretien du domicile. J'ai dit que je ne voyais pas ce qui était supérieur ou inférieur. J'ai dit que je ne voyais pas en quoi c'était supérieur pour un homme d'aller à l'usine plutôt que la femme d'entretenir son foyer. Parce que je ne voyais pas trop de supériorité de nature ou de droit dans cette situation-là. Après, la femme qui aime son métier, qui aime son travail extérieur, alors il y a diverses possibilités. Il y a les femmes qui ont un travail qui a un côté féminin. Par exemple, les femmes qui sont infirmières, il y a un côté féminin. Ou soigneuses, ou enfin tous les domaines du soin. C'est plus proche de la féminité. Donc ça peut être considéré comme une extension de la féminité. Mais quand cette extension devient une carrière en soi, c'est-à-dire un moyen essentiel de gagner de l'argent pour nourrir les enfants et pour payer le loyer, là ça devient quelque chose qui est masculinisant. Puisque c'est au masculin de faire ça.
Et d'ailleurs, y compris dans les peuples matriarcaux, j'essaie d'étudier un tout petit peu les peuples matriarcaux. En fait, je me rends compte que dans les peuples matriarcaux, certes, c'est la mère de famille qui décide de tout, donc c'est une femme qui est mère de famille, qui est chef de famille, mais en fait, ça change quasiment rien à la relation entre les sexes. Ça change quasiment rien, tout est pareil en fait. Simplement, c'est la mère qui est formellement, voilà, la mère de famille qui est formellement celle qui va prendre les décisions. Mais tout le reste, en fait, fonctionne comme j'ai dit, sur la polarité homme-femme, sur voilà, des métiers propres à l'homme, des métiers propres à la femme, enfin des activités propres à la femme, voilà. Est-ce que l'abstinence jusqu'à la mort est une forme de renoncement à son sexe? Oui, c'est pas une forme, c'est sur le plan littéral, oui. L'abstinence sexuelle est une forme de renoncement au sexe, oui. Au sexe biologique en tout cas. Donc c'est censé, j'imagine que ta question, c'est censé se rattacher à la possibilité de transmuter l'énergie sexuelle en élévation spirituelle. Mais ça, c'est justement sur un plan initiatique qu'il faut voir la question. Est-ce que l'énergie sexuelle de la prostitution moderne, de la pornographie, va quelque part? Bah oui, elle va toujours quelque part. Elle va vers l'argent et vers la virtualisation aussi du sexe. La pornographie, évidemment, qui est une forme audiovisuelle de voyeurisme virtuel, virtualise le sexe. Donc les gens qui utilisent la pornographie prennent l'habitude de gérer leur énergie sexuelle par le virtuel, et du coup ils s'éloignent de la réalité. Du coup ils se stérilisent, ils stérilisent leur énergie sexuelle, puisqu'ils la rendent virtuelle, ils la rendent non réelle. C'est pas compliqué. Et donc elle va vers la destruction. Ça va vers la destruction, mais c'est pas, voilà, rien n'est irrémédiable, et pour quelqu'un qui s'éveille à la spiritualité, il peut se purifier, il peut réintégrer un système énergétique beaucoup plus sain, il peut essayer de renverser la vapeur, etc. Quel serait le remède à une femme moderne ayant développé un phallus mental? Alors là, c'est une question qui est plus psychologique. Là, il faut utiliser la psychologie traditionnelle. C'est-à-dire que la femme qui est devenue très attachée à son métier, à sa carrière, va se constituer donc un phallus mental au fil du temps, une masculinité mentale si on veut. Et le problème, c'est que elle va rester quand même femme potentiellement, mais elle va refouler. On va utiliser l'expression le concept de Freud. Elle va refouler cette féminité. Donc la femme moderne, c'est assez simple. On lui dit fais une carrière, gagne ton argent, fais ta carrière. Donc deviens un homme. Et pour accomplir ta masculinité, pas ta féminité quand même, puisque ça reste des femmes, maquille-toi, va en boîte de nuit, amuse-toi, et des petits copains, et puis tu verras après. Donc elles dépensent leur féminité reproductive, enfin ou potentiellement reproductive, dans un hédonisme stérile, et pour le côté intérieur, elles se masculinisent. Le côté extérieur, donc justement maquillage, superficialité, relation éphémère, hédoniste, elle le dépense, voilà, elle le dépense, et à l'intérieur, elle se masculinise. Donc en fait, c'est une inversion. Ce que je viens de dire, c'est une inversion intégrale du sexe traditionnel, du vrai sexe. C'est une inversion intégrale. Normalement, il faut justement préserver l'extérieur et développer l'intérieur de manière en phase avec son sexe. Donc la femme doit développer sa féminité intérieure et l'homme doit développer sa masculinité intérieure. Donc ça implique des refoulements et des voilements intérieurs de plus en plus graves. Donc à chaque fois que, comme je l'avais déjà dit, mais je le répète un petit peu, à chaque fois qu'une femme avance dans sa carrière universitaire, professionnelle, etc., elle va de plus en plus durcir ce socle masculin qu'elle se crée en elle-même et de plus en plus refouler sa féminité. Et pendant ce temps-là, elle va dépenser sa féminité qui lui reste, donc qui est plutôt superficielle du coup,
par des relations individualistes hédonistes. Donc c'est la catastrophe, c'est la catastrophe, et ça, au fil du temps, c'est de pire en pire, puisque il y a une relation asymétrique, enfin même symétrique, mais inversement proportionnelle, si on veut, entre l'homme et la femme. L'homme, lui, comme c'est d'ailleurs un cliché, hein, ce que je dis c'est un peu des clichés, mais qui s'adaptent, enfin qui s'expriment de manière diverse, mais l'homme, en fait, il reste masculin en mûrissant. L'homme accumule de la masculinité par sa maturation, sa maturité. Y compris s'il fait des bêtises, ou y compris si, s'il a des hauts et des bas dans sa vie, il garde en quelque sorte sa masculinité grâce au fait, comme j'ai dit, grâce au fait que la masculinité est une sorte de soleil qui rayonne. Donc le renouvellement de l'énergie sexuelle masculine est assez durable, on va dire, et il se renouvelle assez facilement. Ce n'est pas du tout le cas pour une femme. Ça n'a rien, chez la femme, ça n'a rien à voir. Chez la femme, c'est une séquence de, on va dire, 20 ans. Fin de l'adolescence et par exemple 18-38 ans si on veut. Donc il y a une fenêtre qui est limitée pour avoir des enfants. Et or, d'un point de vue traditionnel, avoir des enfants, c'est encore plus fondamental pour une femme que pour un homme. C'est-à-dire que d'un point de vue traditionnel, le masculin, bon, il veut des enfants mais c'est comme c'est pas lui qui les fait, il est pas au charbon pour les faire, et c'est pas faire l'enfant en lui-même de manière charnelle qui va réaliser sa masculinité. Sa masculinité, elle est dans l'émettre l'information et donner l'information fécondante, et ensuite c'est de développer cette masculinité par l'éducation de l'enfant après, en construisant le nid, en structurant la famille, etc., etc. Donc c'est plutôt par des choses extérieures. La femme, elle va se réaliser, elle doit se réaliser en devenant mère. Et en devenant mère, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut enfanter. Et d'ailleurs, cette pulsion d'enfanter est très forte chez les femmes, la pulsion d'enfanter est quelque chose qui est très bien connu. Vous avez des femmes des femmes bourgeoises du 19e siècle qui faisaient des salons littéraires, qui s'occupaient de mondanité à n'en plus finir au début de leur mariage, elles n'avaient pas d'enfants. Non, on va faire de la mondanité, on va s'intéresser d'abord à nous, et puis elles se rendaient compte qu'au bout d'un moment, elles ne pouvaient plus avoir d'enfants. Et là, elles paniquaient totalement, il fallait absolument qu'elles adoptent un petit pauvre des campagnes parce que la femme devenait complètement folle de ne pas avoir d'enfants. Voilà. Elle devenait hystérique de ne pas avoir eu d'enfants. Et ça, parce qu'il y avait encore cette énergie féminine qui était encore assez forte, surtout encore plus à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, quel serait le remède? Revenir à la tradition, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que il faut rappeler les gens à l'énergie de leur sexe, quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il y a des choses qui sont pas compliquées à comprendre. C'est-à-dire que l'homme, d'un point de vue sexuel, si on est sur un plan, l'homme, il veut émettre, il veut féconder, et la femme, elle veut enfanter. C'est pas compliqué. Donc la personne qui se dit non, moi je veux pas d'enfant, je veux pas de femme, je m'occupe pas des femmes ou je fais mes affaires sans me mettre en couple, sans me casser la tête. Bon, d'une certaine manière, il renonce à sa masculinité. Et la femme, pareil. Mais la femme, c'est encore plus charnel puisque c'est elle qui donne l'essence charnellement à l'enfant. Donc le contre-coup de cette négation de la féminité va se faire encore plus violemment chez la femme. Et comme c'est limité plus dans le temps, la possibilité de faire des enfants, eh bien ça va être encore plus violent puisque ça va être concentré sur un espace de temps plus limité. Donc voilà, une femme on peut pas éduquer une femme pour lui expliquer qu'elle doit avoir des enfants. C'est justement la femme, l'impulsion féminine fondamentale, c'est de vouloir enfanter et de vouloir le cadre idéal pour enfanter et pour faire vivre l'enfant. Donc, on peut pas créer une idéologie ou une propagande pour inciter les femmes à avoir des enfants. Vivre avec un seul salaire de nos jours, c'est quasiment impossible. Si, c'est possible. Si. Ça, c'est une propagande. C'est impossible si on veut une maison dans une grande ville, en banlieue, les vacances au ski, l'hiver, à la mer, l'été, etc., etc. Oui, si on veut tout ça, oui, effectivement, il faut 2 salaires. Mais c'est tout à fait possible de vivre sur un salaire. Moi, j'ai des amis, ils vivent à 2 sur 700 euros. Sur, je sais pas, 1000 euros, on va dire 1000 euros. Voilà.
Et ils ont une maison qui leur appartient. Voilà. Donc c'est possible. Hein. Alors, si la prostitution tradie recueillait l'énergie des hommes pour une divinité au sein d'un temple, quid de la pornographie? Bah, on en a un peu parlé. Oui, ça alimente l'énergie du Kali Yuga, donc le Kali qui est le démon, qui est le démon qui préside à la tendance descendante du cycle. On peut constater ça avec le phénomène récent OnlyFans. Oui, parce qu'en plus, actuellement, on va continuer à se dégrader. Hein. Là, il y a des choses catastrophiques qui se passent. C'est que il y a des filles de 12 ans qui se font prostituer. Là, j'ai lu un article pas plus tard qu'hier, un article où il est expliqué qu'une fille avait eu des relations sexuelles à 12 ans avec deux de ses copains, de manière consentie, entre guillemets. Bon, je mets des guillemets, hein, mais de manière consentie. Et après, ils se sont dit, bah tiens, on pourrait la prostituer. Donc voilà. Donc ils ont prostitué leur petite copine de 12 ans. De 12 ans, voilà. En France, hein. Et ils étaient plusieurs à s'organiser, hein, voilà. Donc ça va continuer à se dégrader, parce que, et ça, là encore, c'est des conséquences, hein, c'est pas des causes. La fille, aujourd'hui, qui se fait prostituer à 12 ans, c'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est la conséquence de parents qui ont enfanté des enfants de manière totalement dysfonctionnelle. Et bon, après, on peut avoir une analyse extrêmement simple qui est eugénisme, dysgénisme, hein, eugénisme, dysgénisme au sens théorique du terme, hein, pas au sens politique. C'est-à-dire qu'il y a un eugénisme quand des parents enfantent des générations, quand des générations de parents enfantent des générations d'enfants de manière le plus sainement possible. Et il y a dysgénisme quand des générations de parents engendrent des enfants de manière totalement dysfonctionnelle. Et là, vous pouvez avoir, voilà, donc vous avez la fille de 12 ans qui se fait prostituer. Bon bah, ça peut être ponctuellement une catastrophe rarissime par des circonstances tout à fait extraordinaires de la vie, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs cas qui surviennent dans l'actualité récente, donc ça devient une tendance. Les incestes, tout ça. Il faut aussi quand même rappeler que la plupart des filles, par exemple, ou des petits garçons, hein, c'est pareil, mais bon, qui sont victimes d'inceste, de la part d'un homme qui s'est marié avec une femme qui a donc choisi cet homme pour avoir des enfants. Donc elle a choisi un homme qui voulait coucher avec ses propres enfants. Donc au bout d'un moment, voilà, il y a des causes. Il y a des causes. Et d'ailleurs, je réfléchis beaucoup à la question. Les causes, la tradition, c'est pas compliqué. Elle se disait que la cause de tout, c'est le mariage. Puisque le mariage fonde la famille. Donc, qu'est-ce que faisait la tradition ? La tradition, elle encadrait totalement le mariage. Pas de manière, évidemment, répressive, hein, de manière, là encore, canalisatrice. Il fallait canaliser les énergies pour faire en sorte que chaque individu réalise le meilleur mariage possible. Or, ça n'existe pas par le choix individuel. Dans la tradition, le choix individuel, d'ailleurs, n'a aucune place. Le choix individuel, c'est de l'individualisme, c'est la catastrophe automatique, c'est la catastrophe programmée. Dans la tradition, par exemple, les gens qui sont modernes et qui croient qu'il faut libérer l'individu des carcans traditionnels, on ne pouvait pas choisir avec qui on allait se marier autrefois, etc. Mais encore heureux qu'ils ne choisissaient pas avec qui ils allaient se marier, parce qu'ils auraient fait n'importe quoi. Et l'humanité a traversé des millénaires, et des millénaires, et des millénaires, grâce aux règles traditionnelles. Et ils ont passé des millénaires où il n'y avait pas de machine à laver le linge, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait pas de fraises de dentiste, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de Doliprane, il n'y avait pas la pénicilline, etc., etc., etc. Donc, les règles qu'ils établissaient, les principes qu'ils établissaient, c'était des questions de survie. C'est-à-dire qu'on n'allait pas laisser sa fille partir avec un charlatan inconnu qui passe dans le coin pour se marier avec lui et avoir des enfants quelque part. C'était impensable parce que c'était le suicide. C'est-à-dire que la famille qui regardait ça, non mais on n'a pas envie de se saigner, voilà, de se pendre à une corde et puis autant se tuer tout de suite, quoi. C'est du suicide. C'est la mort tout de suite. Ils n'avaient même pas à réfléchir. C'était pour eux, ils savaient que c'était la mort. Donc,
pour survivre, pour que leur société survive, il fallait des règles qui leur permettaient de vivre et de transmettre la vie. Transmettre la vie, c'est le mariage. Donc le mariage est le point central de toute l'activité traditionnelle en fait. De la même manière que l'initiation est le point central de tout le domaine ésotérique, le mariage était le point central de tout le domaine exotérique. Et sachant que même le domaine ésotérique est aussi un mariage mystique évidemment, mais qui a d'autres expressions. Donc, dans un contexte traditionnel, on amenait les gens à se marier en fonction de qualifications personnelles. Donc, un jeune homme était prêt à se marier, et il fallait organiser son mariage. Une jeune femme était prête à se marier, il fallait organiser son mariage. On vérifiait certaines compatibilités, et puis on faisait le mariage de manière structurée en vérifiant la qualification de l'un et de l'autre, etc., etc. Et on ne s'en remettait absolument pas au choix individuel, qui pouvait avoir une place, mais une place parmi tout un ensemble de critères et de paramètres. Le choix individuel était un petit paramètre. En fait, du coup, vu que tu dis que avant c'était pour une question de survie, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, du fait des progrès de la science, de la technologie, de la médecine et tout, on n'a plus du coup ce besoin de survie. Du coup, est-ce que finalement ça pourrait pas justifier, enfin là je suis avocat du diable, hein, mais du coup vu qu'on n'a plus ces besoins de survie, est-ce que ça justifierait pas du coup de ne plus utiliser ces règles qui étaient utilisées pour la survie? Alors, la technologie moderne, elle apporte ce qu'elle apporte et pas plus. La technologie moderne, elle apporte du confort matériel et elle apporte des solutions aux problèmes de l'humanité, des solutions qui sont toujours séquentielles, segmentaires on va dire. Si vous faites des maths, vous savez ce que c'est qu'un segment, très segmenté. C'est très segmenté, donc c'est très éphémère, c'est aussi très superficiel. Et alors, évidemment, avec les 2 dernières années qui viennent de passer, nous ont un peu montré ce que pouvait donner la science moderne. Et là, on a vu quand même quelque chose qui était assez... la farce est terminée, si on veut. La science moderne, on voit ce que ça donne. Donc, ça illustre très bien que la science moderne a une pertinence de vérité et d'efficacité extrêmement relative et extrêmement superficielle. Et en plus, bon, évidemment, ta question, elle rejoint le problème du transhumanisme, c'est-à-dire la technologie, la technologie permettrait à l'homme de s'émanciper des règles naturelles. L'homme devient autre chose, il est plus soumis aux diktats de principes de pureté, des principes moraux, des principes de règles de vie, etc., qui sont pour la survie matérielle, biologique, sociale, etc. Et ça, c'est du transhumanisme. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois inventer une technologie pour suppléer aux défauts d'une technologie précédente ou d'une situation précédente. Mais ça va jamais marcher. Parce qu'à chaque fois, il va y avoir une dette en plus, il y a un côté insolvabilité y compris insolvabilité écologique de la dérive. Donc la nature reste la nature. Et avec tout cela, on remarque aussi que la technologie, elle augmente la frustration. Puisque la technologie, en fait, elle est une sorte de béquille qui permet d'éviter que certaines énergies deviennent immédiatement destructrices, mais en les refoulant. En créant un cadre de vie qui est de plus en plus matérialiste et qui étouffe de plus en plus la réalité profonde de l'être humain, qui est une réalité quand même spirituelle. Hein. Donc ça étouffe de plus en plus la spiritualité. Donc c'est ça le prix de la technologie. La technologie, elle va étouffer à la fois les tendances profondes, on les appelle naturelles, donc par exemple l'appel de la femme, la vocation de la femme à devenir mère, et l'appel de l'homme à devenir père. Et donc ça amène à la destruction. Donc c'est pas tellement la technologie n'est pas tellement un projet de vie. C'est la tradition qui porte la vie. La modernité, elle porte la mort. Au bout d'un moment, faut quand même dire les choses clairement.
Donc la technologie va C'est pas plus nous... clair, merci. Ouais, la technologie va pas empêcher que... Oui, voilà, enfin, la technologie, le prix, c'est la mort, et elle va pas empêcher les problèmes, puisqu'il va y avoir une sorte de refoulement, d'ailleurs, qui amène beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes à être dépressifs, parce qu'ils n'ont pas réalisé leur potentiel humain, et notamment sexuel, dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire dans le sens de donner la vie, de créer une famille autour de soi. Le sexe devient une sorte d'hédonisme stérile qui est qui est pas du tout satisfaisant en fait. La satisfaction est très courte, très superficielle et donc pas épanouissante. Oui, le divorce est envisagé dans le monde traditionnel, oui. Si une femme ou un homme ne se retrouve pas dans son mariage, doit-il continuer de coûte que coûte? Ça veut dire quoi ne pas se retrouver? Le principe d'un mariage, c'est que, notamment dans le contexte chrétien, mais même dans tous les contextes en théorie, l'homme va trouver l'essence de la féminité dans la femme avec qui il s'est marié. Donc normalement, il n'en a pas besoin d'une deuxième. Idem pour la femme. La femme va trouver l'essence de la masculinité dans l'homme avec lequel elle s'est mariée. Donc, le cadre traditionnel permettant d'avoir des garde-fous, par exemple religieux, sociaux, familiaux, etc., va permettre de faire en sorte que, en cas de problème, chacun va être renvoyé, l'homme à sa masculinité et la femme à sa féminité. De sorte que l'homme pourra réessayer de retrouver la féminité de sa femme et la femme la masculinité de son homme. Donc dans ce cas-là, oui, ils continueront coûte que coûte. Ceux qui réclament une ascèse. Mais une ascèse qui... voilà. Si un homme est violent ou une femme hystérique, par exemple. Mais ça, c'est toujours des conséquences, ça. On est dans les conséquences. Les causes, c'est qu'on éduque les enfants pour en faire des hommes ou des femmes. Et que la violence arrive quand il y a un dysfonctionnement ou un accident de la vie, aussi les accidents, qui sont créés par des dysfonctionnements, souvent, mais bref. Et évidemment, par défaillance du cadre traditionnel, les gens, ils n'arrivent plus à exprimer leurs énergies, et du coup, ils le font dans la violence. Oui. Mais en fait, par exemple, un couple moderne, enfin un couple dans un cadre moderne, pourrait avoir des graves difficultés et être amené à se séparer, pas parce que c'est un couple qui essaie de rester ensemble, mais parce que qui essaie d'avoir un comportement qui serait plus ou moins traditionnel, parce que précisément la tradition n'est plus là pour encadrer le couple et lui permettre d'avoir des garde-fous et des systèmes de compensation et de remédiation en cas de problème. Donc c'est par l'absence de la tradition qu'il y a des problèmes. À chaque fois que la tradition fait défaut, la modernité crée des pathologies ou elle crée des solutions encore plus partielles, encore plus superficielles, encore plus artificielles et éphémères. Donc, dans votre couple, vous vous entendez pas, solution, divorcer. Solution de facilité. La modernité va toujours proposer une solution de facilité qui rend les rapports humains plus éphémères. Ah, c'est plus facile, tu changes. T'en as marre de ton ami, tu changes, il te demande tout le temps de l'aide, tu changes. T'en as marre de ta femme, tu changes. T'en as marre de ton petit copain, ta petite copine, tu changes. Les êtres humains ne sont plus des porteurs d'une essence où on va construire, dans laquelle on va construire des relations durables. Et donc qui permettent de construire quelque chose d'assez profond, ou d'assez fort, ou d'assez voire de spirituel, et ultimement de spirituel. Donc les rapports humains deviennent de plus en plus rapides, éphémères, superficiels, et puis ça aboutit à du pseudo-amour, à de la pseudo-amitié, à la modernité, quoi. Donc la réponse à la question de le mariage, c'est un choix. Donc ce choix, il doit être fait avec des critères traditionnels. Et dans la tradition, effectivement, le choix n'était pas livré aux individus, c'était pas le jeune homme qui choisissait de manière purement individuelle sa conjointe, et ce n'est pas la femme qui choisissait de manière purement individuelle son conjoint. Ça n'existe pas dans la tradition, ça. C'est le suicide familial programmé, ça. On aidait
chaque célibataire à trouver un conjoint et à choisir, à sélectionner, à éprouver, à vérifier que un tel avait des qualités viriles ou féminines qui les avait préservées jusqu'au mariage, etc. Alors le Christ permet le divorce pour cause de fornication, enfin d'adultère. Pour cause d'adultère. Ce que l'Église catholique romaine n'a pas conservé. Enfin, l'Église catholique romaine ne permet pas le remariage. Contrairement aux églises orthodoxes et aux églises orientales où on peut divorcer. Voilà. S'il y a adultère. Parce que l'adultère rompt le lien sexuel entre les deux époux, donc voilà. Alors oui, si l'homme est violent, oui, j'ai passé dessus un peu vite, ou si la femme est hystérique et peut d'ailleurs être aussi assez violente, hein, les femmes peuvent être violentes. Bien évidemment, c'est un contexte familial de protéger la femme le plus longtemps possible, autant que nécessaire. Donc là, voilà, dans un contexte traditionnel, il n'y avait pas de famille nucléaire où papa, maman, le bébé, et puis c'est tout. Non, il y a papa, maman, bébé, et il y a les grands-parents, les oncles, les tantes, les marrains, les marraines, etc., etc. Le prêtre, bien sûr. Donc il y avait tout un cadre qui... normalement, les gens allaient à la messe tous les dimanches, ils se confessaient au curé, etc. Donc ça se savait assez vite quand une femme était violentée. Origine ethnique des proxénètes. J'avais pas vu celle-là. Je l'ai pas lu dans l'article. Et c'était marqué que c'était tous des gamins fugueurs. Donc ils avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Tous fugueurs. Donc fugueurs, ça veut dire qu'ils avaient une famille dysfonctionnelle. Voilà. Ce qui donne après des ados complètement déstructurés, chez qui donc les énergies, notamment les énergies sexuelles, s'expriment de manière totalement chaotique, ce qui aboutit à une fille de 12 ans qui a des relations sexuelles consenties, entre guillemets, avec ses copains, et ces petits copains qui donc ensuite, ils se rendent compte que leur énergie sexuelle fonctionne très bien, pourquoi pas la prostituer tant qu'on y est. Tiens. C'est à la limite, c'est naturel pour eux. On ne devrait même pas être choqué en fait, c'est pas choquant, c'est une conséquence. C'est une conséquence de familles dysfonctionnelles, de couples qui se sont faits de manière dysfonctionnelle, en choisissant un époux de manière complètement délirante, passionnelle, individualiste, etc. Ça aboutit à ça, aussi. C'est des conséquences. C'est consubstantiel au Kali Yuga, au développement de la modernité. On va voir ce genre de choses. Des incestes, des filles de 12 ans, 13 ans prostituées, on le voit. Une femme ayant passé sa séquence fertile, que devenait-elle ? On appelait ça une vieille fille. Que devenait-elle ? Elle devenait ce qu'elle pouvait devenir, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle s'occupait de leur nièce, je sais pas, dans le meilleur des cas, où elle devenait bonne sœur. C'était considéré comme une monstruosité. Par exemple, chez Balzac, les vieux garçons et les vieilles filles sont des monstruosités sociales. C'est-à-dire des monstruosités dans le sens technique du terme, pas dans le sens... alors parfois ça peut être des monstres au sens agressif du terme. Parfois c'est des monstres dans le sens des personnes pathologiques, quoi, des personnes qui stériles pour la société et qui pâtissent de leur... Et c'est grâce à l'hermétisme que les auteurs chrétiens ont réintégré l'idée de sexualité, mais en l'appliquant à la chimie, quoi. Et là, s'ils l'ont pas appliqué, c'était déjà la modernité, hein, 16e, 17e siècle, c'était déjà la modernité économique, industrielle, politique qui se mettait en place, et intellectuelle, et scientifique aussi. Donc c'était terminé, ils pouvaient pas faire plus. La corruption paraît inévitable. Oui. Disons que la corruption, elle est généralisée aujourd'hui, oui. Oui. Ça revient à chacun, ça c'est chacun aujourd'hui a la possibilité, mais avec la cèse correspondante, avec les efforts et les exercices et les efforts personnels correspondants pour se réaligner sur des principes traditionnels, sachant que les récompenses ne viendront pas forcément tout de suite.
Et ça, c'est difficile, bien sûr. Mais pour les personnes qui sont assez sensibles à ne pas vouloir se vendre à la modernité, au bout d'un moment, on a un réflexe de dignité personnelle qui peut-être peut faire son office. Comment se garder de la corruption en s'alignant sur des principes traditionnels? C'est original ce que je dis, hein. Et en cherchant un maître spirituel aussi. Ça aussi, c'est original. Au vu de la mixité ethnique, culturelle et religieuse en France de nos jours, est-ce qu'on peut avoir infâme? Alors c'est déjà dans le transsexuel, toi tu dis infâme, qui n'appartient pas à la même tradition. Est-ce qu'on peut avoir? Ben oui, tu peux. Et puis tu peux avoir tous les problèmes qui vont avec aussi. Moi je suis pas prophète, enfin je vais pas faire la prophétie, mais on va être dans une situation qui va s'empirer, et où les religions qui ont les réflexes les plus sains, ou les personnes plus ou moins traditionnelles qui vont avoir les réflexes les plus sains, vont être au bout d'un moment mis au pied du mur et vont devoir dépasser leurs différences confessionnelles, comme on dit. Par exemple, entre les églises chrétiennes, au bout d'un moment, ça va exploser. Ça va soit exploser, soit imploser. C'est-à-dire que soit ça va s'effondrer, la foi va s'effondrer, etc. Le rattachement traditionnel va s'effondrer. Soit ça va exploser, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont vouloir tuer d'autres personnes de d'autres traditions, ou ils vont s'exprimer de manière plus ou moins violente. Et puis il y a d'autres gens qui vont se dire, mais non, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a des situations qui ne sont plus tenables en termes de différenciation traditionnelle. C'est clair. D'ailleurs, toutes les étapes dans l'histoire où il y a eu des moments, on va dire, syncrétiques ou de cosmopolitisme énorme, comme dans la Rome antique, dans la Grèce antique, enfin dans l'empire hellénistique antique, puis dans la Rome antique, grand syncrétisme, hein, on faisait le culte de Mitra qui vient quand même de Babylonie, qui vient quand même des milliers et des milliers de kilomètres. Hein. On faisait quand même le culte d'Isis et le culte de Mitra à Rome, et en Gaule, et en Espagne, voilà. Donc c'était quand même du cosmopolitisme total. Ça aboutit au fait que c'est le christianisme qui est venu structurer tout ça. Et donc ça va être pareil, ça va être plus ou moins pareil. On va entrer dans une phase très cosmopolite, très syncrétiste et très hétérogène. Et il y a une tradition qui va venir mettre d'accord tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas la manière exactement, mais d'une manière ou d'une autre. Ou le retour du Christ. Ou le retour de celui qui sera le Christ, mais que peut-être beaucoup de personnes ne reconnaîtront pas comme le Christ. Ou ne s'attendront pas à ce que ça soit lui le Christ. Mais pour le moment, avoir une femme, ou avoir un conjoint qui n'appartient pas à la même tradition, c'est pas du tout une solution parce que ça cause trop de problèmes au niveau de l'ancrage exotérique et traditionnel de la famille qui va être fondée. Et pour revenir à la fois sur la question de Florian et la question de Grégory, en fait, tout repose sur des choix de vie. C'est-à-dire que, là encore, si on revient aux bases, donc l'homme, il veut la femme, il veut le féminin, qu'il n'est pas et qu'il n'a pas. Et la femme, elle veut le masculin par l'homme qu'elle n'a pas et qu'elle n'est pas. Soit la personne veut transcender totalement cette énergie psychosomatique par une vocation religieuse, donc par un engagement extrêmement fort, par exemple monastique, soit cette énergie doit se concrétiser immédiatement dans la recherche du mariage. Immédiatement. C'est immédiat en fait. Il n'y a pas de temps, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, je vais attendre avant de me marier, j'ai le temps, ça va. Mais non, il n'y a pas le temps, justement. Dans les cycles cosmiques de la vision traditionnelle des choses, quand la personne est mûre sexuellement, elle doit se marier, immédiatement. Enfin, dans la foulée, dès qu'on trouve, on met en marche le processus de choix d'un conjoint. On n'attend pas. Parce que si on attend, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la femme va développer une masculinité intérieure qui va la rendre inapte à devenir une mère, et de la même manière, l'homme, comme il va rester seul, il va développer une féminité par lui-même, une féminité intérieure,
Et donc, intérieurement, psychiquement, énergétiquement, ça implique que l'homme, il se crée une féminité de compensation, et la femme, elle se crée une masculinité de compensation. Mais en faisant ça, on s'éloigne de sa nature sexuelle. On s'en éloigne. On la renie, on la refoule, et on la perd. On la perd. Et il y a des pertes qui sont plus ou moins définitives. Il y a des pertes qui sont plus ou moins graves. Donc la tradition, elle jouait pas avec ça. Elle jouait pas avec ça. Et donc comment on fait pour... on fait des choix de vie. On fait des choix de vie. Alors il y en a qui par exemple, qui partent à l'étranger, où ils trouvent des femmes dans des pays pauvres et plus traditionnels, où les femmes acceptent de se marier. Bah, à la limite, c'est une solution qui peut causer des problèmes, qui peut impliquer des problèmes, mais peut-être que les problèmes impliqués seront moins graves que les problèmes de refouler sa nature sexuelle et de ne pas accomplir sa vocation. Voilà, je ne suis pas dogmatique. D'ailleurs, le fait d'aller chercher une femme à l'étranger, c'est la fameuse exogamie en sociologie, hein, l'exogamie patriarcale, par exemple. Ça existait en fait. Voilà, les Romains, ils sont allés enlever les Sabines, l'enlèvement des Sabines, tout ça. On va chercher les femmes d'autres pays, etc. Du coup, j'ai marqué une question dans le chat. Je vais peut-être la faire à l'oral. Vas-y. Du coup, ça revient souvent que, par exemple, dans le cadre de la tradition, du coup, la personne, elle va se mettre dans une position de réceptivité, et par ses efforts, le transcendant, il va potentiellement se révéler à cette personne, comme, par exemple avec le symbole de l'épouse. Et du coup, on va dire dans un cadre traditionnel, si on peut dire ce qui se rapprocherait de la séduction. Est-ce que du coup c'est l'homme qui va d'une certaine manière prendre la femme? Est-ce que il va attendre que la femme le qualifie en tant qu'homme pour du coup la prendre et l'épouser? Je sais pas si ma question est claire. Comme je l'ai dit un petit peu, dans un cadre traditionnel, en fait, il n'y a pas de séduction, bien sûr. Par contre, il y a des démarches nuptiales, enfin prénuptiales, si on appelle ça nuptiales dans le langage de l'éthologie, de comportement des animaux, mais en fait, ça s'applique aussi aux sociétés humaines, avec un degré de raffinement ou de règles spécifiques, mais c'est un peu le même principe que la roue du Pan. Hein. On exprime ces caractères sexuels. On les exprime de manière structurée, normée, symbolisée, cérémonialisée, dans un contexte social précis, selon les canons d'une tradition. Donc il n'y a pas de séduction, mais il y a une expression des caractères sexuels, de disponibilité sexuelle de l'homme à marier, de la femme à marier, dans des instants précis, dans des moments qualifiés et précis d'une communauté, donc par exemple des réunions villageoises, des réunions, des fêtes religieuses des tribus ou des villages, ou voilà. Et évidemment, tous les personnes mûres savent qu'il y a des jeunes qui vont se rencontrer. Donc, pareil, comme j'ai dit la dernière fois, ils vont avoir les yeux rivés sur les jeunes parce que c'est eux qui sont l'avenir. On va les surveiller, on sait ce qui va se passer. Il va y avoir des contacts plus ou moins magnétiques entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Donc, on va normaliser, on va donner des règles à tout ça. Et donc, l'homme ne va pas prendre la femme et c'est pas la femme qui va le qualifier. Il va se passer une démarche qui est toujours collective, enfin surtout du côté de la femme. Elle peut être collective aussi du côté de l'homme, mais encore plus du côté de la femme systématiquement. La femme est toujours entourée d'une collectivité. Une femme seule, en fait, c'est une anomalie, c'est sociologiquement l'anomalie ultime dans la tradition. Une femme seule, ça n'existe pas. La femme, elle n'est pas seule. La femme, c'est la petite fille de son père, de sa mère. C'est la petite sœur de son frère. C'est la femme de son mari. C'est la mère de ses enfants. C'est la grand-mère de ses petits-enfants. C'est la tante de ses neveux, de ses nièces. Elle est toujours entourée et elle est là pour les entourer. Elle est même au centre de cette sociabilité. Donc la femme n'est jamais seule.
D'un point de vue traditionnel, en fait, on ne considère pas que je vais me trouver une femme. Non, je vais pas me trouver une femme. C'est pas le jeune homme qui va chercher une femme. Il va devoir trouver un conjoint qui va être fourni par une communauté. C'est complètement différent. Je vais me confronter à une communauté familiale, un clan, et je vais essayer de trouver ma femme. Ou j'ai repéré une femme dans ce clan-là, je la désire, je vais devoir me confronter à cette communauté. Alors après, ça peut être évidemment Roméo et Juliette, ou les deux clans rivaux, ils peuvent pas se marier, etc., etc. Mais ce qui va donner le romantisme, puisque il met en valeur la compatibilité tragique, etc. Mais bref, c'est un épiphénomène en fait. Dans la majorité, l'immense majorité écrasante de tous les cas de couple, on se conformait, ou ça se passait, l'individu n'était pas assez fort pour vouloir absolument la personne exacte qu'il désirait superficiellement, comme s'il y avait qu'une seule femme au monde ou qu'un seul homme au monde. Non, il n'y en a pas. C'est un homme est un homme, une femme est une femme. Donc les traditionnels, ils savaient aussi qu'ils n'étaient pas irremplaçables en quelque sorte, dans le sens individualiste du terme. Donc si un prince, il voulait se marier, on avait prévu de le marier à une princesse, puis soit elle mourait parce qu'il y avait des maladies, soit elle était mariée à quelqu'un d'autre entre temps et puis c'était pas possible. Bon, on en trouvait une autre, hein. On va pas se prendre la tête, hein. Personne n'est irremplaçable, hein. Tout ça est un processus collectif, humain, où l'individu n'est qu'un outil, n'est qu'un stade, on va dire. Il n'est qu'un niveau de l'être, c'est pas le niveau suprême. Donc les traditionnels, ils avaient cette conscience-là. Donc le mariage, c'était pas une affaire individuelle. Et donc l'homme qui voulait une femme, il allait se confronter à une communauté. Et il devait faire ses preuves face à cette communauté. Alors ça, c'est au stade qui a succédé à un stade précédent qui a pu être le stade du rapt. Mais je vais pas parler du rapt ce soir. À cette heure-ci, je vais pas commencer ça. Et puis il y a pu aussi avoir le rapt, mais le rapt c'est tout à fait spécifique, c'est peut-être purement mythologique, plus ou moins mythologique. Ça reste une sorte d'archétype profond, mais bon. C'est tellement violent, pas seulement pour la femme, mais surtout pour la communauté auquel on prend la femme. Je désire une femme, je vais la prendre, je suis un homme, après tout je sais maîtriser une femme, et je la ligote, je l'emmène sous ma tente, et puis après elle veut ou elle veut pas. Hein. C'était ça le rapt. Alors, est-ce qu'il est plutôt mythologique? Est-ce qu'il a existé réellement? Bon. Mais en tout cas, c'est une composante importante de la conception de la masculinité. L'homme, effectivement, il va chercher la femme, mais dans toutes les traditions, la communauté qui fournit une femme, en quelque sorte, ne la vend que très cher. Et vérifie que la personne à qui on la marie est vraiment masculine. Donc, il faut s'orienter, en fait, Aujourd'hui, la situation est très difficile si on est écartelé entre les principes et des choix de vie qu'on fait en fonction de la modernité. Donc la solution, c'est quoi? C'est de ne plus faire des choix de vie en fonction de la modernité, mais de s'aligner totalement sur des principes. Et on ne s'adapte à la modernité que ensuite. C'est-à-dire que la modernité, elle arrive après. Oui, la modernité existe, d'accord. Mais on la gère une fois qu'on a fait des choix de vie en fonction des principes, d'abord. Sinon, on est toujours perdant. Si vous essayez de raccrocher à la tradition après avoir fait des choix de vie qui sont en fait modernes, qui sont purement dépendants de la modernité, vous n'allez jamais avoir la tradition. Vous allez avoir des succès d'année, vous allez avoir de temps en temps une petite phase traditionnelle, etc. Et ça va être un succès d'année, ça va jamais marcher. Ça va être un saupoudrage. Et ça va être frustrant d'ailleurs. Parce que la personne, elle va prendre conscience que, mais non, mais ce que je veux, c'est traditionnel, il faut que j'y retourne, il faut que je réessaye. Sauf qu'elle veut pas renoncer à ses choix de vie modernes. Elle aura jamais la tradition. Au bout d'un moment, on peut pas être les deux. Par exemple, si le choix de vie, c'est absolument de rester en région parisienne, effectivement, il faut tellement dégager de plus-value monétaire que on va se soumettre à plein de déterminismes qui vont impliquer la soumission à la modernité. Mais si on fait un choix de vie, par exemple, c'est un exemple parce que je connais bien ça, mais on se dit je vais vivre à la campagne dans un endroit où les maisons sont très peu chères, ça change tout en fait. Parce qu'en région parisienne, une maison c'est 500 000 euros. À la campagne, c'est 100 000 euros. Donc vous divisez par 5.
Donc ça n'a rien à voir. Vous divisez par 5, ça veut dire que vous pouvez avoir une vie traditionnelle. En travaillant peu, parce que évidemment si vous travaillez beaucoup, et si vous perdez du temps dans les déplacements, vous pouvez, le temps que vous avez, vous consacrer à des exercices, à des prières, à aller à l'église, à aller dans des lieux traditionnels, il va être limité, donc l'efficacité va être moindre. Le rattachement à la tradition va être plus faible. C'est logique. Mais si chacun évidemment est accroché à sa carrière, à ses études, à sa carrière, à son... évidemment ça peut pas donner grand chose. Puis après les gens ils y vont à 30 ans, à 35 ans parce que ils sont déçus, ils sont à moitié cassés, ils sont à moitié new ageisés du coup parce que la tradition c'est quand même trop difficile, c'est trop rigoureux, c'est trop doloriste, c'est trop sectaire. Donc ils sont new age, donc ils achètent un village et puis ils font un village new age. Donc voilà. Dans le meilleur des cas, ça aboutit à ça. Alors, j'ai complété avant de terminer peut-être. En fait, il pouvait y avoir des situations quand même où la femme était plus ou moins seule, entre guillemets, à affronter la proposition d'un prétendant masculin. Et dans ces cas-là, il lui revenait à elle d'éprouver la virilité du prétendant. Et si on se réfère au symbole yin-yang, la femme étant dans son essence yin purement réceptive, passive, en fait la femme ne peut dire que oui, puisqu'elle est réceptive. Enfin, le féminin, je veux dire, le féminin archétypique. Il ne peut dire que oui. Il n'y a que le oui. Pour qui est le non, ou que le non mais, ou le oui peut-être, c'est-à-dire qu'une barrière au oui, il faut du masculin. Il faut du masculin. Donc, c'est le côté yin où il y a un point blanc dans le noir, où il y a un point noir dans le blanc. La femme avait une partie masculine qu'elle utilisait pour précisément savoir que l'homme qui la désirait comme femme devait être masculin. Donc si la femme se connaissait elle-même, comme dit Socrate, connais-toi toi-même, quand on se connaît soi-même, on sait qu'on a une grande partie sexuée majoritaire et puis une petite partie minoritaire. Donc l'homme a une partie minoritaire féminine et la femme une partie minoritaire masculine. Donc sa masculinité, la femme, elle l'utilisait pour dire non, mais, ou pour dire oui, mais, ou voilà, pour poser des conditions. Moi, je cherche un homme qui remplit telle condition. Je cherche un homme qui exprime sa virilité de telle manière. Donc, par exemple, dans les romans de chevalerie, la dame qui est courtisée par un chevalier, elle donne des épreuves à accomplir au chevalier, des exploits, des épreuves, voilà, pour démontrer sa virilité. Pourquoi ? Parce que la femme traditionnelle n'est pas un archétype féminin, bien sûr. Elle a ce point de masculinité en elle, qu'elle utilise pour dialoguer avec la virilité de l'homme. Parce que sinon, les hommes et les femmes ne pourraient pas dialoguer. Ah oui, il faut un point commun. Et le point commun, c'est la minorité féminine chez l'homme et la minorité masculine chez la femme. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les femmes développent de manière majoritaire leur masculinité intérieure et pour elles-mêmes, pas pour affronter, pas pour éprouver la masculinité des hommes. Les femmes n'utilisent pas leur masculinité aujourd'hui pour éprouver la masculinité des hommes, la virilité des hommes. Ça n'existe pas, ça. Et de la même manière, les hommes n'utilisent pas leur féminité pour permettre aux femmes d'exprimer leur féminité. Non. Et chacun développe le propre sexe inverse dans son propre intérêt. Oui, il faut s'inscrire dans une tradition. La masculinité et la féminité s'expriment dans un cadre traditionnel. Tout ce qui est en dehors du cadre traditionnel est considéré comme une énergie purement destructrice. C'est Apophis, quoi. C'est Apophis dans la mythologie égyptienne. C'est une énergie très forte, chaotique, puissante, mais qui est en dehors des cadres. Donc elle veut détruire. Elle est là à l'extérieur, mais si on la cadre pas, elle va nous détruire complètement.